par un matin qui semblait paisible, un homme riche vêtu élégamment emmène sa fille de 6 ans en fauteuil roulant pour une sortie spéciale qu'il avait promise. Lorsque la fillette, effrayée par la hauteur, réalise qu'il s'approche dangereusement du bord, les mains déjà tremblantes, elle demande « Papa, pourquoi sommes-nous ici ?» Le père reste silencieux. Son cœur s'emballe en comprenant ce qu'il s'apprête à faire, mais il la pousse tout de même dans le précipice. Il se retourne, s'enfuit vers sa voiture de luxe, entendant le cri de l'enfant disparaître dans l'abîme. Mais il ne savait pas qu'un grand cheval blanc avait tout vu. Et ce qui se passe dans les secondes suivantes laisse tout le monde sous le choc. Avant de commencer, si vous aimez les animaux autant que nous, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire émouvante. Merci. Revenons à notre histoire. Le soleil pointait à peine à l'horizon lorsque Sophie sentit le vent frais du matin caresser son visage. Ses petits doigts serraient les accoudoirs métalliques de son fauteuil roulant tandis qu'elle observait les nuages teintés de rose dans le ciel. À 6 ans, elle connaissait déjà bien le sens du mot différente. Ses yeux marrons, grands et expressifs, fixaient l'horizon avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Son père, Édouard Bégard, marchait en silence, poussant son fauteuil sur un chemin qu'elle n'avait jamais emprunté auparavant. « Où allons-nous, papa » demanda Sophie, sa voix douce, presque emportée par la brise matinale. Édouard ne répondit pas immédiatement, ses chaussures italiennes laissant des empreintes précises sur le chemin de terre battue. Il gardait les épaules droites, son costume impeccable contrastant avec la nature sauvage environnante. Ses yeux, contrairement à ceux de sa fille, ne trahissaient aucune émotion. Non loin de là, Neige, le majestueux cheval blanc de la famille, leva la tête de son pâturage en percevant ce mouvement inhabituel. L'animal qui avait toujours montré une connexion spéciale avec Sophie, observait attentivement tandis que le père et la fille approchaient du bord de la falaise. Ses sabots inquiets grattèrent le sol comme s'ils pressentaient que quelque chose n'allait pas en cette matinée apparemment tranquille. « C'est une promenade spéciale », répondit enfin Édouard, sa voix contrôlée et distante. « J'ai pensé que tu aimerais voir le lever du soleil d'ici. » Sophie tenta de sourire, mais quelque chose dans le ton de son père la mettait mal à l'aise. Depuis qu'il avait annoncé son mariage avec Régine 3 mois auparavant, les choses avaient radicalement changé au domaine Beauregard. Le vent souffla plus fort, agitant les cheveux bruns de Sophie. Elle serra son petit gilet rose contre elle, sentant un frisson qui n'était pas du cofroid. Régine n'avait jamais caché son aversion pour la présence de la fillette. Une enfant défectueuse, murmurait-elle souvent quand elle pensait que personne n'écoutait. Un fardeau pour la famille. Neige émit au loin un son aigu et inquiet qui fit tourner la tête à Sophie. Le cheval avait toujours été son seul véritable ami au domaine depuis le départ de sa mère, 2 ans plus tôt. Neige est nerveux, papa, commenta-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Peut-être qu'on devrait rentrer. Édouard arrêta le fauteuil tout près du bord de la falaise. Le gouffre s'ouvrait devant eux, profond et intimidant. Sophie sentit son cœur s'accélérer quand elle réalisa que les roues de son fauteuil étaient à quelques centimètres du précipice. « Papa » appela-t-elle, la peur évidente dans sa voix maintenant. « Tu sais, Sophie » commença Édouard, sa voix prenant un ton froid qu'elle ne lui avait jamais entendu. « Parfois, nous devons prendre des décisions difficiles dans la vie, des décisions que les autres peuvent ne pas comprendre. » Il lâcha les poignets du fauteuil, faisant un pas en arrière. « Régine a raison. Tu es un poids que je ne peux plus porter. » Neige commença à galoper dans leur direction, ses sabots tonnant contre le sol. L'animal semblait sentir le danger imminent, mais il était trop loin pour les atteindre à temps. Sophie sentit les larmes couler sur son visage quand elle comprit ce qui allait se passer. « S'il te plaît, papa » murmura-t-elle. « Je promets d'être meilleure. » Le soleil émergea enfin complètement à l'horizon, baignant la falaise de sa lumière dorée. C'est à ce moment qu'Édouard prit sa décision finale. D'un mouvement rapide et sans hésitation, il poussa le fauteuil roulant vers l'avant. Sophie sentit le monde tourner tandis que le fauteuil basculait par-dessus le bord du précipice. Le cri de la fillette se mêla au hessement désespéré de Neige. La chute sembla éternelle.
Le fauteuil roulant tournoya dans les airs, se fit, toujours attaché par la ceinture de sécurité. Par un miracle inexplicable, le fauteuil s'accrocha à une saillie rocheuse, quelques mètres plus bas, se coinçant entre des branches tordues et des pierres saillantes. L'impact fut violent, mais la fillette resta consciente, tremblante et pleurant en silence. Là-haut, Édouard jeta un bref regard vers le bas, s'assurant qu'il n'y avait pas d'autre témoin que le cheval qui se tenait maintenant au bord de la falaise, hennissant furieusement. Sans montrer le moindre remords, il ajusta sa cravate, tourna le dos et commença à redescendre vers le domaine, formulant déjà dans son esprit l'histoire qu'il raconterait sur la disparition de sa fille. Sophie, coincée sur la saillie, leva les yeux à travers les larmes. Le ciel bleu semblait se moquer de sa situation tandis que le bruit des sabots de neige résonnait au-dessus, comme si l'animal refusait de l'abandonner. Là, suspendu entre ciel et terre, commençait sa lutte pour la survie. Jacques Dubois travaillait comme gardien au domaine Beauregard depuis plus de 20 ans. Ce matin-là, alors qu'il nourrissait les animaux dans l'écurie, il remarqua quelque chose de différent dans le comportement de Neige. Le cheval blanc, normalement calme et obéissant, était agité d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux sombres montraient une inquiétude inhabituelle et ses déplacements semblaient plus urgents que d'habitude. « Calme-toi, mon grand », murmura Jacques en s'approchant de l'animal avec une botte de foin. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui » Il connaissait bien chaque animal du domaine, mais Neige avait toujours été spécial. Le gardien se souvenait parfaitement du jour où le cheval était arrivé au domaine en même temps que la petite Sophie. C'était comme si les deux étaient nés pour être amis. Cette pensée le fit froncer les sourcils. Il n'avait pas vu la fillette ce matin, ce qui était étrange. Normalement, même avant le petit déjeuner, elle serait déjà à l'écurie, parlant à Neige dans leur langage particulier. L'absence de la petite provoquait une sensation désagréable dans sa poitrine. Neige repoussa le foin avec son museau, refusant de manger, ses yeux fixés en direction de la falaise, les oreilles dressées, alerte. Jacques suivit le regard de l'animal, observant la silhouette de Monsieur Bégard descendant le chemin menant au domaine. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa posture, une raideur encore plus marquée que d'habitude. « Bonjour, Monsieur Bégard », appela Jacques, levant la main en guise de salut. Édouard Bégard fit juste un bref signe de tête, sans ralentir le pas, ni regarder directement le gardien. Ses vêtements élégants étaient légèrement poussiéreux, un détail qui n'échappa pas aux yeux expérimentés de Jacques. Neige gémit à nouveau, plus fort cette fois, frappant le sol de ses sabots avec force. L'animal tenta de sortir de l'écurie, mais Jacques le retint par les rênes. « Doucement, mon grand, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui » C'est alors qu'il remarqua quelque chose tomber près des sabots du cheval, un petit ruban de satin rose, de ceux que Sophie portait toujours dans ses cheveux. Le cœur de Jacques s'accéléra. Quelque chose n'allait décidément pas. En 20 ans de travail au domaine, il avait appris à faire confiance à ses instincts. Et à cet instant, tous ses sens criaient que quelque chose n'allait pas, quelque chose de très grave. « Marie », appela-t-il sa femme qui sortait juste de leur petite maison de gardien. « Tu as vu la petite Sophie aujourd'hui » Marie fronça les sourcils en ajustant son tablier. « Pas encore », répondit-elle inquiète. « Et pourtant, je la vois toujours depuis la fenêtre de la cuisine quand elle va voir Neige. » Ses yeux rencontrèrent ceux de son mari, partageant la même inquiétude. Il s'est passé quelque chose. Jacques tenait le ruban rose entre ses doigts calleux, pensif. « Je ne sais pas encore », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour sa femme. « Mais je vais découvrir. » Il connaissait suffisamment Édouard Bégard pour savoir que son patron n'était pas homme à faire des promenades matinales, surtout pas en direction de la falaise. Au domaine, des voix altérées commençaient à résonner. Régine, la nouvelle épouse de Monsieur Bégard, gesticulait nerveusement en parlant à l'une des employées. « Comment ça, vous ne trouvez pas Sophie ? Elle doit bien être quelque part. » Son ton de voix cependant ne montrait pas une réelle préoccupation, mais plutôt de l'irritation. Édouard apparut à la porte du domaine, ajustant toujours sa cravate. « Ne vous inquiétez pas », sa voix résonna ferme et contrôlée.
Sophie a été emmenée pour un traitement spécial dans une autre ville. Je l'ai accompagnée moi-même au transport ce matin. Jacques, qui observait la scène de loin, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Durant toutes ces années de service, il n'avait jamais entendu parler d'un quelconque traitement. Et pourquoi le patron n'avait-il rien communiqué à personne auparavant? Neige continuait de s'agiter, tirant sur les rênes avec force en direction de la falaise. L'animal semblait désespéré de communiquer quelque chose, ses yeux fixés sur l'horizon comme s'il gardait un terrible secret. Jacques regarda à nouveau le ruban rose dans sa main, puis le chemin menant au précipice. Une décision commençait à se former dans son esprit. Marie, appela-t-il doucement, prépare un sac à dos avec de l'eau et quelques provisions et ne dis rien à personne. Sa femme acquiesça, connaissant bien ce ton de voix. C'était le même qu'il utilisait quand quelque chose de grave se passait. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Jacques lâcha les rênes de Neige. Le cheval commença immédiatement à marcher en direction de la falaise, s'arrêtant occasionnellement pour regarder en arrière comme pour vérifier si le gardien le suivait. Jacques serra le ruban rose dans sa poche et suivit l'animal, le cœur lourd d'un pressentiment qu'il priait être faux. Le soleil commençait à se coucher lorsque Sophie réalisa qu'elle devrait passer la nuit là, coincée entre les rochers de la falaise. Ses petites mains étaient écorchées à force d'essayer de se retenir et la peur semblait grandir avec les ombres qui s'allongeaient autour d'elle. Le fauteuil roulant, miraculeusement coincé entre des branches tordues et des saillies rocheuses, grinçait à chaque coup de vent. Maman disait toujours que les histoires aident à être fortes, murmura-t-elle pour elle-même, se souvenant des moments où sa mère s'asseyait au bord de son lit, racontant des contes de fées avant de dormir. C'était ainsi qu'elle affrontait les nuits difficiles à l'hôpital quand les traitements semblaient interminables. Au-dessus d'elle, Neige continuait sa veille infatigable. Le cheval blanc refusait de quitter les lieux et hennissait occasionnellement comme pour dire « Je suis là, je ne t'abandonnerai pas ». Le son de sa voix à équin était le seul réconfort de Sophie en ce moment de solitude absolue. « Tu te souviens quand on s'est rencontrés, Neige ?» dit-elle un peu plus fort, sa voix tremblant de froid et de peur. Je venais de rentrer de l'hôpital et tu as été le seul à ne pas me regarder différemment à cause du fauteuil roulant. Une larme coula sur sa joue tandis qu'elle se remémorait ce jour spécial où le cheval blanc s'était approché d'elle dans la cour du domaine, posant doucement son museau sur sa main. Le vent soufflait plus fort maintenant, apportant avec lui le froid de la nuit. Sophie tenta de se recroqueviller autant que possible dans son fauteuil, remerciant silencieusement pour le petit gilet rose qu'elle portait. Ses pensées vagabondèrent vers le domaine où Régine devait probablement célébrer son absence. Maintenant, elle peut être la seule maîtresse de maison, murmura-t-elle amèrement, se surprenant elle-même par la maturité de sa compréhension. Dans l'obscurité croissante, des ombres commençaient à danser sur les parois rocheuses. Sophie ferma les yeux très fort, se souvenant d'une autre histoire que sa mère racontait souvent, celle d'une princesse enfermée dans une haute tour qui n'avait jamais perdu espoir. Moi non plus, je ne perdrai pas espoir, se promit-elle, même lorsqu'un sanglot s'échappa de ses lèvres. Neige gémit à nouveau, cette fois plus fort et plus insistant. Sophie ouvrit les yeux juste à temps pour voir une petite lumière bouger au sommet de la falaise. Son cœur s'emballa. Était-ce quelqu'un qui la cherchait? Mais bientôt, la lumière disparut, la laissant à nouveau seule avec ses espoirs déçus. Au moins, tu es avec moi, Neige. Appela-t-elle au cheval, trouvant du réconfort dans le son des sabots, frappant doucement le sol au-dessus. C'était étrange, comme même sans pouvoir le voir clairement dans l'obscurité, sa présence la faisait se sentir moins seule. La nuit avançait lentement, apportant avec elle des bruits inconnus qui résonnaient dans la falaise. Chaque bruit faisait sursauter Sophie, imaginant des créatures terribles cachées dans les ombres. Pour se distraire, elle commença à chanter doucement une berceuse que sa mère fredonnait souvent. Brille, brille, petite étoile. Les étoiles commençaient à parsemer le ciel sombre comme de petits diamants dispersés sur un manteau noir. Sophie les observait, essayant de retrouver les constellations que sa mère lui avait appris à identifier. « Regarde, Neige, murmura-t-elle. Celle-là, c'est la grande ours. Maman disait qu'elle protège tous les voyageurs perdus.
Le froid s'intensifiait, faisant claquer ses dents. La faim commençait à lui tirailler l'estomac et la soif rendait sa gorge sèche et râpeuse. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était le sentiment d'abandon, la certitude que son propre père l'avait mise dans cette situation. « Pourquoi, papa ?» demanda-t-elle à la nuit, sa voix petite et brisée. « J'ai tellement essayé d'être la fille que tu voulais », les larmes revinrent. Mais cette fois, elle les laissa couler librement, se mêlant à la rosée qui commençait à se former. Neige répondit par un hennissement comme pour la réconforter. Le son familier fit sourire faiblement Sophie à travers ses larmes. « Tu es mon ange gardien, tu sais, » dit-elle au cheval, un ange blanc à 4 pattes. La lune apparut derrière les nuages, déversant sa lumière argentée sur la falaise. Pendant un instant, Sophie put voir la silhouette majestueuse de Neige se découper contre le ciel étoilé, sa robe blanche brillant comme si elle était faite de lumière pure. « Je vais nous raconter une histoire, » décida-t-elle, essayant de garder la voix ferme. Il était une fois une petite fille et son cheval magique. Et ainsi, entre larmes et sourires, histoire et peur, Sophie affronta sa première nuit sur la falaise, s'accrochant à l'espoir, aussi fermement qu'elle, s'agrippait à son fauteuil roulant coincé entre les rochers. Jacques suivit les traces laissées par le fauteuil roulant le long du chemin menant à la falaise. Le soleil de l'après-midi commençait déjà à faiblir, projetant des ombres allongées sur la terre battue. Neige marchait devant lui, s'arrêtant occasionnellement pour vérifier si le gardien le suivait, ses yeux sombres chargés d'une urgence que Jacques n'avait jamais vue auparavant. Au domaine Beauregard, l'atmosphère était chargée de tension. Marie, l'épouse de Jacques, observait discrètement les événements tout en effectuant ses tâches quotidiennes dans la cuisine. Régine, la nouvelle maîtresse de maison, circulait dans les pièces avec une énergie nerveuse, réorganisant des objets et donnant des ordres contradictoires aux employés. « Je veux que vous retiriez toutes les affaires de Sophie de sa chambre », ordonna Régine à l'une des femmes de chambre, sa voix tranchante comme du verre. « Maintenant qu'elle est en traitement, nous allons transformer cet espace en quelque chose de plus utile. » Ses talons ont claqué contre le sol en marbre tandis qu'elle supervisait le déménagement, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres peintes. Édouard Beau regardait dans son bureau, la porte verrouillée, les rideaux tirés, le bruit occasionnel de tiroirs ouverts et fermés et de papiers manipulés filtrait dans le couloir. Marie, passant avec un plateau de thé, perçut une odeur de brûlé venant sous la porte. Pendant ce temps, à la falaise, Jacques trouva les marques où le fauteuil roulant s'était arrêté au bord du précipice. Son cœur manqua un battement lorsqu'il remarqua les sillons profonds dans le sol, indiquant un mouvement brusque. Neige hennit doucement, s'approchant du bord et regardant fixement vers le bas. « Mon Dieu !» murmura Jacques, s'agenouillant pour mieux examiner les marques. Des années de travail à la campagne avaient aiguisé ses instincts et chaque fibre de son être criait que quelque chose de terrible s'était produit là. Avec précaution, il s'approcha du bord de la falaise, ses yeux expérimentés scrutant la paroi rocheuse à la recherche du moindre signe. C'est alors qu'il entendit, faible, presque imperceptible, mais définitivement réel, un petit sanglot résonner entre les rochers. Neige dressa immédiatement les oreilles et hennit en réponse. Le gardien sentit tout son corps se glacer quand il comprit ce que cela signifiait. « Sophie » appela-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Sophie, tu es là ?» Le silence qui suivit sembla une éternité jusqu'à ce qu'un son faible parvienne à ses oreilles. Tonton Jacques, au domaine, Marie trouva un morceau de papier partiellement brûlé dans la poubelle du jardin. Avant qu'elle ne puisse l'examiner de plus près, Régine apparut soudainement, lui arrachant le papier des mains. « Ce sont des ordures, » dit-elle sèchement. « Concentrez-vous sur vos tâches, Marie. » L'épouse du gardien acquiesça docilement. Mais ses yeux attentifs avaient capté un détail important. C'étaient des documents médicaux et le nom de Sophie était clairement visible dans l'un des coins non brûlés. Dans le bureau, Édouard continuait sa tâche frénétique. Sur son bureau, une pile de documents attendait d'être détruits. Comptes rendus médicaux, rapports de kinésithérapie, même le testament de sa défunte première épouse qui garantissait un héritage considérable à Sophie à sa majorité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une héritière. Problématique, avait dit Régine la nuit précédente,
ses paroles disant du venin. Pense à notre avenir, Édouard, à tout ce que nous pouvons construire ensemble sans ce poids qui nous tire vers le bas. À la falaise, Jacques se pencha autant qu'il le put par-dessus le bord, essayant de localiser l'origine de la voix. Son cœur faillit s'arrêter quand il la vit enfin. Le fauteuil roulant était miraculeusement coincé entre quelques rochers et branches et dedans, recroquevillée et tremblant, se trouvait Sophie. « Tiens bon, petite !» cria-t-il, des larmes coulant sur son visage ridé. « Je vais chercher de l'aide, Neige va rester ici avec toi. » Le cheval, comme s'il comprenait, se planta fermement sur place, ses yeux fixés sur la fillette en contrebas. Jacques se releva, ses jambes tremblantes. La colère et l'indignation se mêlaient dans sa poitrine ainsi qu'un sentiment urgent de responsabilité. Il savait qu'il devrait agir avec une extrême prudence. Édouard Beau était un homme puissant avec des relations dans toute la région. Une accusation précipitée pourrait être désastreuse. « Résiste, ma petite » murmura-t-il, jetant un dernier regard vers la falaise avant de partir chercher de l'aide. « Je te ramènerai, même si c'est la dernière chose que je fais dans cette vie. » Le crépuscule teintait le ciel de nuances orangées lorsque Jacques arriva à la maison de son ami Pierre, un alpiniste expérimenté qui habitait la propriété voisine. Ses mains tremblaient tandis qu'il frappait à la porte en bois, l'urgence faisant battre son cœur à tout rompre dans sa poitrine. « Pierre ! Pierre, pour l'amour de Dieu, ouvre cette porte » appela Théil, sa voix éraillée d'émotion. L'ami apparut rapidement, alarmé par le désespoir évident dans la voix du gardien. « Jacques ! Qu'est-ce qui s'est passé, mon vieux » demanda Pierre, remarquant immédiatement l'état agité de son ami. Ses yeux expérimentés, habitués à évaluer les situations à risque, comprirent que quelque chose de très grave se passait. Pendant ce temps, au domaine Beauregard, Marie organisait discrètement un petit sac de provisions. Ses années de travail en cuisine lui permettaient de connaître chaque recoin du garde-manger et elle sélectionnait soigneusement des articles qui ne manqueraient pas immédiatement. Barres de céréales, bouteilles d'eau, une petite trousse de premiers secours. C'est alors que Régine arpentait le couloir de l'étage supérieur, admirant les espaces qu'elle prévoyait de remodeler. S'arrêtant devant la chambre de Sophie, un sourire satisfait joua sur ses lèvres tandis qu'elle imaginait la nouvelle décoration. « Je pourrais enfin avoir mon atelier de peinture », murmura-t-elle pour elle-même, visualisant déjà les changements. À la falaise, Sophie luttait contre le sommeil et la fatigue. Toute la journée exposée au soleil avait rendu sa peau sensible et la soif commençait à devenir insupportable. Neige continuait sa veille infatigable, hennissant doucement de temps en temps comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. « Tonton Jacques va revenir », se répétait-elle comme un mantra, s'accrochant à la promesse du gardien. Ses petites mains écorchées et douloureuses tenaient fermement les accoudoirs du fauteuil. Le vent qui commençait à se faire plus froid à l'approche de la nuit faisait grincer dangereusement la structure métallique. Chez Pierre, Jacques expliquait rapidement la situation, ses mots se bousculant dans la hâte d'obtenir de l'aide. L'alpiniste écoutait avec une attention croissante, son visage se durcissant en comprenant la gravité de la situation. « Il nous faut du matériel adapté », déclara Pierre, se dirigeant déjà vers son local de matériel d'escalade. « Cordes, mousquetons, harnais et plus important, il faut faire ça sans attirer l'attention. Monsieur Bourgard a trop d'influence dans la région. » Jacques aidait son ami à rassembler le matériel nécessaire. « S'il découvre que nous savons, il ne découvrira rien », assura Pierre, les yeux déterminés. « Je connais cette falaise comme ma poche. J'y ai fait des dizaines d'escalades. Mais il faut agir vite, le temps change. » En effet, des nuages sombres commençaient à se former à l'horizon, promettant une nuit d'orage. Jacques regarda anxieusement le ciel, sachant que chaque minute était précieuse. Ses mains calleuses serraient nerveusement le ruban rose de Sophie qu'il gardait toujours dans sa poche. Marie, au domaine, observait Édouard Beau regarder par la fenêtre de la cuisine. Le patron marchait dans le jardin avec un téléphone portable à la main, parlant à voix basse mais clairement agité. Ces mots lui parvenaient par bribes, documents, transferts. Personne ne doit savoir, Neige en haut de la falaise, perçut le changement de temps avant même que les premières gouttes de pluie ne tombent.
Son instinct protecteur le fit agir plus fort, comme pour tenter d'alerter Sophie du danger imminent. « Tout va bien, n'ai-je » appela faiblement Sophie, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne se sentait. Maman disait toujours qu'après la pluie vient le beau temps. Sa voix trembla sur le dernier mot, tandis qu'une larme solitaire coulait sur sa joue sale. Pierre et Jacques transportaient le matériel à la hâte sur le sentier menant à la falaise, chacun perdu dans ses propres pensées angoissées. L'alpiniste vérifiait mentalement chaque détail du sauvetage qu'il devrait effectuer, tandis que le gardien priait silencieusement pour la sécurité de la petite Sophie. « On va avoir besoin de lumière » commenta le ciel de plus en plus sombre. « Et il faut être rapide, ces nuages ne présagent rien de bon. » Un coup de tonnerre lointain résonna dans la vallée, faisant se recroqueviller davantage Sophie dans son fauteuil. Neige répondit par un hissement nerveux, ses sabots frappant le sol rocheux avec inquiétude. La première goutte de pluie tomba, frappant le visage de la fillette comme une larme glacée du ciel. « S'il te plaît, tonton Jacques, murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le vent qui commençait à souffler plus fort. S'il te plaît, reviens vite. La pluie commençait à tomber plus intensément lorsque Pierre et Jacques arrivèrent à la falaise. Neige les accueillit avec un hissement anxieux, ses yeux brillant dans l'obscurité croissante. L'animal semblait parfaitement comprendre la gravité de la situation, se tenant près de l'endroit où Sophie était coincée. « Sophie » appela Jacques, sa voix rivalisant avec le bruit du vent. « On est là, petite, j'ai amené de l'aide. » Le cœur du gardien se serra en entendant la faible réponse venue d'en bas, presque perdu parmi les éléments. Pierre travaillait déjà rapidement, ses mains expertes préparant le matériel de rappel. Chaque mouvement était précis, calculé, même sous la pression du temps et du climat qui se détérioraient. « Je descends le premier » expliqua-t-il en ajustant son harnais. « Je dois évaluer la stabilité du fauteuil et comment il est fixé au rocher. » Au domaine Beauregard, Marie observait l'orage approcher par la fenêtre de la cuisine. Ses mains serrant nerveusement le chapelet qu'elle portait dans la poche de son tablier. Le bruit du tonnerre faisait trembler toute la maison, et les lumières clignotaient de manière menaçante. Régine circulait dans les couloirs comme un fantôme inquiet, s'arrêtant occasionnellement pour regarder par la fenêtre. Son joli visage était marqué par une expression d'inquiétude qui ne correspondait pas à son masque habituel d'indifférence. « Édouard » appela-t-elle en trouvant son mari dans son bureau. « Et si quelqu'un découvre ?» Édouard leva les yeux des documents qui l'occupaient encore, son expression froide comme la glace. « Personne ne découvrira rien, répondit-il sèchement. Dans quelques jours, tout le monde aura accepté que Sophie est en traitement spécialisé, dans quelques semaines, quand nous annoncerons qu'elle... » Sa voix faillit un instant. Mais il se reprit rapidement. Qu'elle n'a pas résisté aux complications. À la falaise, Pierre commença sa descente, éclairant le chemin avec une lampe frontale fixée à son casque. La pluie rendait les rochers glissants, et le vent n'aidait pas, faisant dangereusement balancer la corde. Jacques tenait fermement l'autre extrémité de la corde, ses mains protégées par des gants spéciaux. « Je la vois » cria Pierre après quelques mètres de descente. « Sophie, ma chérie, ne bouge pas. J'arrive. » La fillette leva son visage mouillé par la pluie, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir. Le fauteuil roulant était précautionneusement équilibré entre deux saillies rocheuses, soutenues par quelques branches résistantes qui avaient poussé dans les fentes de la falaise. C'était un véritable miracle que la structure ait tenu si longtemps. « Tonton Pierre !» La voix de Sophie trembla. « J'ai peur, le fauteuil fait des bruits bizarres. » Comme pour confirmer ses paroles, un grincement métallique résonna sinistrement entre les rochers. Pierre atteignit enfin le niveau où Sophie était coincée. Avec des mouvements prudents, il s'approcha d'elle, évaluant la situation. « Tout va bien se passer, petite, » assura-t-il, gardant une voix calme malgré l'inquiétude qu'il ressentait. « Je vais te sortir de là. » Neige, au sommet de la falaise, restait attentif à chaque mouvement. Le cheval semblait sentir la tension du moment, ses muscles tremblants sous sa robe trempée. De temps en temps, il hennissait doucement, comme pour encourager Sophie. « Jacques » cria Pierre vers le haut. « J'ai besoin que tu prépares le deuxième harnais. »
Je vais devoir la détacher du fauteuil et la hisser séparément. Le gardien commença immédiatement à préparer l'équipement supplémentaire, ses mains tremblant non seulement de froid, mais aussi d'anxiété. La pluie tombait maintenant en rideau dense, rendant la visibilité difficile. Les éclairs occasionnels illuminaient la scène comme des flashs photographiques révélant la précarité de la situation. Pierre travailla méthodiquement, ignorant l'eau qui coulait sur son visage. « Sophie, écoute bien, dit-il en regardant directement dans les yeux de la fillette. Je vais devoir te détacher du fauteuil. Ça va faire peur un moment, mais je te promets que je ne laisserai rien de mal t'arriver. Tu me fais confiance ?» La petite déglutit difficilement, serrant plus fort les accoudoirs du fauteuil. « Je te fais confiance, répondit-elle dans un murmure. Mais n'ai-je? Il va bien se passer là-haut? Pierre sentit son cœur se serrer devant l'inquiétude sincère de la fillette pour le cheval, même dans une situation aussi dangereuse. « Ne t'inquiète pas, assura-t-il en commençant à préparer le harnais pour Sophie. Il veille sur nous depuis là-haut comme un ange gardien. » Un coup de tonnerre particulièrement fort secoua la falaise, faisant grincer dangereusement le fauteuil roulant. Il n'y avait plus de temps à perdre. Le sauvetage devait avoir lieu maintenant, avant que l'orage ne s'aggrave encore. Pierre prit une profonde inspiration, se préparant pour la partie la plus délicate de l'opération. Les mains tremblantes, à cause de l'eau froide de la pluie, Pierre commença à défaire les attaches qui retenaient Sophie au fauteuil roulant. Chaque mouvement devait être extrêmement calculé. Une erreur pouvait être fatale. La fillette gardait les yeux fermés très fort, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse que sa mère lui avait apprise. « Tout va bien, petite, murmura Pierre, essayant de garder sa voix ferme malgré le vent hurlant. Le harnais était déjà bien fixé autour du petit corps de Sophie, relié à une deuxième corde que Jacques tenait fermement là-haut. C'était maintenant ou jamais. À cet instant précis, au domaine Beauregard, quelque chose d'inattendu se produisit. Marie, qui continuait ses tâches dans la cuisine, entendit des voix altérées venant du bureau. L'orage étouffait une partie de la conversation, mais quelques mots s'échappaient clairement par la porte entr'ouverte. « Comment ça? Le testament ne peut pas être invalidé ?» La voix de Régine semblait hystérique. « Tu avais promis que tu en trouverais un moyen, Édouard. Que nous réglerions notre problème. » « Les avocats disent qu'il faut l'acte de décès, répondit Édouard, sa voix tendue. Sans ça, l'héritage reste bloqué à son nom. Et maintenant, ce maudit gardien agit bizarrement, pose des questions. » Marie sentit son cœur s'accélérer. Sans faire de bruit, elle s'approcha de la porte, son corps tremblant sous le poids de ce qu'elle entendait. Dans la cuisine, la vieille radio diffusait les prévisions météo. L'orage serait le pire de ces dernières années. À la falaise, Pierre réussit enfin à défaire la dernière attache du fauteuil. « Maintenant, Sophie, dit-il fermement, je vais te prendre dans mes bras, ça va être rapide, promis. » Ses mains expertes se positionnaient déjà pour faire le transfert. C'est alors que tout bascula. Un éclair intense déchira le ciel, suivi instantanément d'un coup de tonnerre assourdissant. L'impact fut si fort qu'il fit trembler les rochers. Le fauteuil roulant, déjà instable, commença à glisser. « Maintenant !» cria Pierre, saisissant Sophie dans un mouvement rapide tandis que le fauteuil plongeait dans l'abîme. Le cri de la fillette se mêla au bruit métallique du fauteuil heurtant les rochers pendant sa chute, neige là-haut et de panique. Le son résonna dans la falaise comme un cri de guerre, surpassant même le tonnerre. Jacques tenait la corde de toutes ses forces, ses bottes fermement plantées dans le sol boueux. Au domaine, Marie ne pouvait plus se contenir. Les larmes aux yeux, elle prit le téléphone de la cuisine et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Allô, le commissariat ?» Sa voix tremblait. « Je dois dénoncer quelque chose de terrible. » Pierre commença à remonter avec Sophie en sécurité dans ses bras, le double harnais garantissant que même s'il glissait, la fillette serait protégée. La pluie tombait comme des aiguilles glacées sur leur visage, mais rien de tout cela n'importait maintenant. « Ne regarde pas en bas, instruisit-il doucement. Regarde neige là-haut, tu vois comme il veille sur nous. » Sophie acquiesça faiblement,
ses yeux fixés sur la silhouette blanche du cheval qui se détachait sur le ciel orageux. Édouard Bégard était sur le point de se servir un autre verre lorsque les lumières du domaine clignotèrent et s'éteignirent, plongeant complètement dans le noir. Le son des sirènes de police commença à résonner au loin, s'approchant rapidement de la propriété. « Qu'est-ce que c'est » demanda Régine, son visage pâle, éclairé par les éclairs. Édouard ne répondit pas, mais ses mains tremblaient tellement que le verre lui échappa, se brisant sur le sol. À la falaise, Pierre et Sophie atteignirent enfin la surface. Jacques enveloppa immédiatement la fillette dans une couverture que Marie avait fournie tandis que Neige s'approchait, touchant doucement son visage avec son museau. « Tu as réussi, petite » murmura Jacques, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. « Tu as été si courageuse. » Mais ces mots furent interrompus par un son qui déchira la nuit, les sirènes de police devenant de plus en plus proches. L'orage commençait à se calmer comme s'il avait joué son rôle dans ce drame. Les nuages s'écartaient lentement, révélant une lune qui baignait la scène de sa lumière argentée. Sophie, tremblant encore dans les bras de Jacques, regarda. « Neige, mes sauveurs. »« Maintenant, tout va bien aller ?» demanda-t-elle, sa petite voix pleine d'espoir. Pierre et Jacques échangèrent un regard significatif, sachant que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les sirènes étaient de plus en plus proches et avec elles viendrait l'heure de vérité. Les gyrophares rouges et bleus des voitures de police illuminaient la nuit comme un kaléidoscope surréaliste, se reflétant dans les flaques laissées par l'orage. Sophie, toujours enveloppée dans la couverture, restait dans les bras de Jacques tandis que Neige se tenait protecteur à ses côtés. Le cheval blanc, sa robe brillant maintenant sous le clair de lune, semblait plus grand et plus imposant que jamais. Commissaire Durand salua Jacques, l'homme grand à l'expression sérieuse qui s'approchait. « Merci d'être venu si vite. » Le commissaire observa la scène d'un œil expert. La fillette trempée, les cordes d'alpinisme, l'état agité des hommes. « La dénonciation que nous avons reçue est très grave, » répondit le commissaire. Sa voix grave résonna dans la nuit. Marie nous a tout raconté, ce qu'elle a entendu. Nous devons d'abord emmener la petite à l'hôpital, et ensuite. Ses yeux se plissèrent. Ensuite, nous aurons une longue conversation avec Monsieur Boire. Au domaine, le chaos s'était installé. Édouard faisait les 100 pas dans son bureau, renversant objets et papiers en tentant de détruire des preuves. Régine, assise sur le canapé en cuir, avait perdu toute sa prestance aristocratique. Son visage était maculé de larmes et de maquillage coulé. « Comment a-t-elle survécu » murmurait Édouard à plusieurs reprises, passant les mains dans ses cheveux en désespoir de cause. C'était impossible à cette hauteur avec le fauteuil. Le son des sirènes approchant fit pâlir encore plus son visage. Marie observait tout depuis la porte de la cuisine. Son cœur battait fort, mais sa conscience était enfin en paix. Des années de loyauté envers les beaux regards ne pouvaient l'emporter sur ce qui était juste. Ses mains tremblaient encore en tenant son chapelet, mais ses yeux montraient une détermination inébranlable. « Je dois raconter quelque chose » dit doucement Sophie, alors qu'elle était examinée par les ambulanciers. Ses grands yeux cherchèrent ceux de Jacques. « Neige. Il a essayé de prévenir depuis le début, quand papa. » Sa voix faillit un instant. « Quand il m'a emmené à la falaise, Neige a commencé à agir différemment. Il savait. » Jacques prit la petite main de la fillette, sentant son cœur se serrer. « Bien sûr qu'il savait, petite, Neige a toujours été ton ange gardien. » Le cheval, comme s'il comprenait, s'approcha de l'ambulance, son museau touchant doucement l'épaule de Sophie. Le commissaire Durand coordonnait l'approche du domaine Beauregard. Les voitures formaient un cercle silencieux autour de la propriété, leur lumière coupant l'obscurité comme des couteaux lumineux. Les policiers se positionnaient stratégiquement suivant des ordres transmis en chuchotant. Édouard Beauregard. La voix du commissaire retentit à travers le mégaphone. Ici, la police. Sortez les mains en l'air. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le bruit lointain de verres brisés à l'intérieur de la maison. Pierre, portant toujours son équipement d'alpinisme,
parlait aux enquêteurs, décrivant en détail le sauvetage. Le fauteuil était coincé entre les rochers, expliqua-t-il, sa voix encore tremblante d'adrénaline. C'est un miracle qu'il soit resté là si longtemps, sans neige. Le cheval blanc restait une présence constante à côté de l'ambulance, refusant de s'éloigner de Sophie. Ses yeux intelligents suivaient chaque mouvement des ambulanciers, comme s'il évaluait s'il prenait bien soin de sa protégée. Il n'aura pas besoin de rester seul, n'est-ce pas, demanda anxieusement Sophie lorsque les ambulanciers mentionnèrent l'emmener à l'hôpital. Neige doit venir avec moi. Ses petites mains agrippèrent la couverture avec force, la peur de la séparation évidente dans sa voix. Ne t'inquiète pas, assura Jacques, caressant les cheveux mouillés de la fillette. Je vais m'occuper de lui et dès que tu iras mieux, tu pourras le voir tous les jours. Un sanglot s'échappa des lèvres de Sophie, mais cette fois, c'était de soulagement. Au domaine, le bruit des portes enfoncées résonna dans la nuit. Les policiers entrèrent rapidement, leurs lampes de poche coupant l'obscurité des pièces luxueuses. Édouard fut trouvé dans son bureau, assis dans son fauteuil en cuir, un verre vide à la main et des documents partiellement brûlés éparpillés autour de lui. « C'est fini », dit-il simplement lorsque les menottes se refermèrent sur ses poignets. Régine, trouvée dans la chambre principale, n'offrit aucune résistance. Son monde de privilèges et de cruauté s'effondrait sous ses yeux. Dehors, la lune brillait maintenant de toute sa force, comme pour éclairer la vérité si longtemps cachée. Neigeait doucement, un son qui semblait à la fois une célébration et une promesse de jours meilleurs à venir. L'hôpital de la petite ville n'avait jamais connu une telle agitation. Dans le service pédiatrique, Sophie occupait une chambre spéciale, ses fenêtres donnant sur un jardin où, étonnamment, un cheval blanc montait la garde. Neige avait suivi l'ambulance tout le long du trajet, et même les agents de sécurité de l'hôpital n'avaient pas eu le cœur d'empêcher sa présence constante sous la fenêtre de la chambre. Il est vraiment spécial, commenta le docteur Hélène Moreau, ajustant la perfusion au bras de Sophie. La médecin, une dame aux cheveux grisonnants et au sourire doux, avait été charmée par l'histoire de la fillette et de son protecteur équin. Je n'ai jamais rien vu de tel en 30 ans de carrière. Sophie, maintenant propre et réchauffée, se reposait entre des oreillers moelleux. Ses yeux cherchaient constamment la fenêtre où elle pouvait voir la silhouette familière de Neige. Le cheval levait occasionnellement la tête et hennissait doucement, comme pour dire « je suis toujours là ». Le progrès était visible non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi physique. Avec l'aide d'équipements spéciaux et beaucoup d'encouragement, Sophie commençait à développer plus de force dans ses bras, devenant plus indépendante dans son fauteuil roulant. Le jardin des Dubois avait été adapté avec des chemins pavés, lui permettant d'explorer l'espace librement. « Regarde qui devient experte en manœuvre », souriait Jacques, observant Sophie faire des tours habiles dans le jardin avec Neige, trottant patiemment à ses côtés. Le cheval avait développé un instinct impressionnant pour suivre le rythme du fauteuil. Jamais trop loin devant, jamais trop loin derrière. Les nouvelles concernant Édouard et Régine arrivaient comme des échos lointains d'un cauchemar qui perdait peu à peu sa force. Le processus judiciaire suivait son cours et le commissaire Durand assurait que justice serait faite. Mais chez les Dubois, l'accent était mis sur la construction de l'avenir, pas sur les ombres du passé. « Sais-tu ce qui me manque le plus de maman ?» demanda Sophie un après-midi pendant que Marie lui tressait les cheveux. La façon dont elle racontait les histoires. Chaque personnage avait une voix différente. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il y avait un sourire sur ses lèvres. Parfois, je raconte des histoires à Neige en essayant de faire les voix comme elle. Marie sentit son cœur se serrer, mais garda les mains fermes sur les tresses. Ta mère serait si fière de toi, petite, dit-elle doucement. Tu as le même don qu'elle pour voir la magie dans les choses simples. La chambre de Sophie s'était transformée en un sanctuaire de souvenirs heureux. Des photos couvraient un mur entier, Neige à différents moments de la journée. Sophie souriant lors des séances de thérapie, de petites réussites enregistrées avec soin. L'album qu'elle avait reçu le jour de son arrivée était déjà à moitié rempli. Chaque page racontait l'histoire de sa nouvelle vie. Regarde celle-ci, commenta Pierre lors d'une visite, désignant une photo particulière. Dessus, Neige était couchée dans l'herbe,
sa tête doucement posée sur les genoux de Sophie qui lisait un livre d'histoire. On dirait une peinture, n'est-ce pas? La lumière du soleil faisant briller sa robe. Ton sourire si serein. Les nuits, autrefois redoutées à cause des cauchemars fréquents, avaient maintenant un rituel spécial. Après le dîner, Sophie allait à la fenêtre pour dire bonne nuit à Neige. Le cheval invariablement se positionnait là où elle pouvait le voir clairement depuis sa chambre, comme une sentinelle blanche gardant ses rêves. Les cauchemars. Diminuons, confia Sophie au docteur Leroux lors d'une séance. Je pense que c'est grâce à l'attrape-rêve que Tata Marie a accroché et aussi parce que je sais que Neige est toujours là, veillant sur moi. La thérapeute sourit, prenant une note dans son carnet. Et comment te sens-tu par rapport à ça, demanda-t-elle gentiment. Sophie réfléchit un instant, ses mains caressant distraitement la robe de Neige qui était couchée à côté d'elle pendant la séance. Je me sens en sécurité, répondit-elle finalement. C'est comme si j'avais une famille plus grande. Maintenant, tonton Jacques, tata Marie, Neige, même l'attrape-rêve fait partie. Ses yeux brillèrent d'une sagesse au-delà de ses années. Maman disait toujours que la famille, c'est ceux qui prennent soin de nous avec amour. Je crois que je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. Le tribunal de la petite ville n'avait jamais connu une journée aussi significative. Le procès d'Édouard Board et de Régine était enfin arrivé et avec lui une vague d'émotions qui semblait toucher chaque personne présente. Sophie, vêtue d'une robe bleu clair choisie spécialement pour l'occasion, tenait fermement la main de Marie tandis que son fauteuil roulant était positionné dans la salle. À l'extérieur du tribunal, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Neige, qui avait suivi la voiture des Dubois jusque-là, se tenait devant le bâtiment, entouré d'une foule d'admirateurs. Le cheval blanc, désormais une célébrité locale, semblait comprendre l'importance de ce jour. Il n'est peut-être pas là physiquement, murmura Pierre à Sophie. Mais son esprit est avec toi. La fillette acquiesça, touchant le petit pendentif en forme de cheval qu'elle portait autour du cou. Un cadeau de Jacques pour lui donner du courage. Le juge Bernard, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, observait la scène avec un intérêt particulier. En 40 ans de magistrature, il n'avait jamais été témoin d'une affaire qui touchait autant la communauté. Quand Édouard et Régine furent amenés dans la salle, un silence lourd s'abattit sur toutes les personnes présentes. Sophie, appela doucement le juge. Je sais que c'est difficile, mais peux-tu nous raconter ce qui s'est passé ce matin-là? Toutes les têtes se tournèrent vers la petite silhouette dans le fauteuil roulant qui prit une profonde inspiration avant de commencer. D'une voix claire et ferme, surprenant tout le monde par sa maturité, Sophie narra les événements de ce matin fatidique. Elle parla de la promenade spéciale, du comportement agité de Neige, du moment où son père l'avait poussée vers l'abîme. Ces mots, bien que doux, portèrent le poids de la vérité qui ne pouvait plus être niée. Et Neige? Il n'a jamais renoncé à moi. Il est resté là-haut appelant jusqu'à ce que tonton Jacques comprenne que quelque chose n'allait pas. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Marie tandis que Jacques gardait une main protectrice sur l'épaule de la fillette. Édouard, assis sur le banc des accusés, ne pouvait pas regarder sa fille directement. Ses mains tremblaient visiblement et sa posture arrogante s'était complètement effondrée. Régine, à ses côtés, sanglotait doucement. Son visage était un masque de remords tardif. Le procureur présenta les preuves méticuleusement. Les documents partiellement brûlés, les témoignages des employés, les enregistrements des caméras de sécurité montrant la voiture d'Édouard revenant seul ce matin-là. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement, formant une image dévastatrice de cupidité et de cruauté. Un fort aisement vint de l'extérieur, faisant sursauter tout le monde. Neige, comme s'il sentait le moment critique, fit connaître sa présence même à travers les murs épais du tribunal. Sophie sourit, serrant le pendentif à son cou. Monsieur le juge, la voix du procureur résonna dans la salle. Nous avons devant nous non seulement un crime contre une enfant innocente, mais un attentat contre l'humanité elle-même. Ce qu'Édouard Board et Régine ont fait dépasse la cruauté ordinaire. C'était un acte prémédité de pure méchanceté contre leur propre fille. L'avocat commis d'office,
désigné pour l'affaire après que tous les avocats privés eurent refusé de défendre le couple, avait du mal à construire des arguments pour leur défense. L'épreuve était accablante et la présence sereine de Sophie dans la salle détruisait toute tentative de justifier l'injustifiable. Avant de prononcer la sentence, dit le juge Bernard en ajustant ses lunettes, j'aimerais faire une observation. Au cours de toutes mes années de magistrature, j'ai appris que la justice ne vient pas toujours seulement des lois écrites. Parfois, elle vient du cœur d'une enfant qui, même après avoir subi l'impensable, parvient toujours à rester douce et pleine d'espoir. Parfois, elle vient de la loyauté d'un animal qui nous enseigne le vrai sens de l'amour inconditionnel. À ce moment, comme pour répondre aux paroles du juge, naît génie à nouveau. Le son, cette fois, semblait porter une note de triomphe. Sophie sourit, sachant que son protecteur célébrait par avance la victoire de la justice. Édouard Bohard et Régine Bohard, la voix du juge tonna, énonçant les preuves présentées et la gravité des crimes commis. Le silence était absolu tandis que tous attendaient le verdict qui changerait à jamais le destin d'une famille. La sentence du juge Bernard résonna dans la salle du tribunal comme un coup de tonnerre de justice. Édouard Bohard et Régine furent condamnés à la peine maximale prévue par la loi. Outre l'emprisonnement, tous leurs biens seraient reversés à un fonds spécial au nom de Sophie, administré par ses nouveaux tuteurs légaux, Jacques et Marie Dubois, jusqu'à sa majorité. Plus que de punir les coupables, déclara le juge, cette cour a le devoir de garantir à Sophie un avenir sûr et heureux. Ses yeux bienveillants se tournèrent vers la fillette et, compte tenu des liens d'amour véritables dont nous avons été témoins ici, j'ordonne également l'adoption définitive par les Dubois, si tel est le souhait de tous. Marie porta les mains à sa bouche, des larmes de joie coulant sur son visage. Jacques serra Sophie dans ses bras avec tout le soin et l'amour du monde, tandis que la fillette souriait, un sourire si éclatant qu'il semblait illuminer toute la salle. À l'extérieur du tribunal, naît génie comme s'il comprenait l'importance du moment. La foule qui s'agglutinait sur les marches éclata en applaudissements et en cris de joie. Le cheval blanc se cabra élégamment, sa silhouette majestueuse se découpant contre le ciel bleu comme un symbole vivant de triomphe. On rentre à la maison, demanda Sophie, les yeux brillants de bonheur. Je veux tout raconter à Neige. Mais avant qu'il ne puisse sortir, le juge Bernard fit une dernière déclaration qui surprit tout le monde. Considérant le rôle extraordinaire que cet animal a joué, déclara-t-il, un petit sourire jouant sur ses lèvres, j'ordonne également que le cheval connu sous le nom de Neige soit officiellement reconnu comme animal de soutien émotionnel avec tous les droits et privilèges que ce statut confère. Pierre, qui assistait à l'audience, ne put retenir une exclamation de joie. Ça signifie qu'il pourra t'accompagner partout, Sophie, même à l'école. La nouvelle fille écarquillait les yeux de la fillette de surprise et de bonheur. Tandis qu'Édouard et Régine étaient conduits hors de la salle, Sophie remarqua quelque chose qui la surprit. Elle ne ressentait plus de peur en regardant son père. Au lieu de la terreur qui la dominait auparavant, il n'y avait qu'une tranquille certitude que ce chapitre de sa vie était définitivement clos. Marie faisait déjà des plans alors qu'il quittait le tribunal. Nous allons organiser une célébration spéciale avec un gâteau au chocolat, ton préféré, et une surprise que je prépare depuis des semaines. Ses yeux brillaient du secret bien gardé. Sur le chemin du retour, Neige accompagna la voiture des Dubois comme il le faisait toujours. Sa robe blanche scintillait sous le soleil de l'après-midi. Les gens dans les rues s'arrêtaient pour faire des signes et sourire, déjà familiers de la vision du cheval escortant son petit trésor. En arrivant à la maison, la surprise de Marie fut révélée. Elle avait transformé une partie du jardin en un petit manège adapté avec des rampes et des supports spéciaux qui permettraient à Sophie de développer une forme unique d'équithérapie avec Neige. Le docteur Leroux m'a aidé à tout planifier, expliqua Marie, émue par la réaction extatique de Sophie. Elle dit que ce sera parfait pour sa guérison, tant physique qu'émotionnelle. Le reste de l'après-midi se transforma en une véritable fête communautaire. Les voisins arrivèrent en apportant des plats et des cadeaux. Les enfants couraient dans le jardin et Neige broutait tranquillement près de sa petite protégée, s'approchant occasionnellement pour recevoir des caresses. Tu sais, commenta Pierre, assis à côté de Sophie pendant qu'ils observaient l'agitation, certaines personnes disent qu'il y a des anges déguisés parmi nous.
Je pense que Neige est l'un d'eux. La fillette sourit, caressant le pendentif à son cou. Ce n'est pas un déguisement, répondit-elle avec la sagesse que seuls les enfants possèdent. Il est un ange à sa manière, avec 4 pattes et tout. Le commissaire Durand, qui assistait également à la célébration, apporta un cadeau spécial, une plaque honorifique pour Neige, reconnaissant officiellement sa bravoure et son dévouement. C'est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça pour un animal, expliqua-t-il. Mais c'est aussi la première fois que nous rencontrons un héros comme lui. Jacques et Marie observaient la scène, le cœur débordant d'amour. Leur famille, autrefois composée de 2 personnes, en comptait désormais 4, en incluant Neige. Bien sûr, le cheval semblait sourire à sa manière équine, sachant que sa mission de protéger Sophie s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Il avait aidé à créer une nouvelle famille, unie par l'amour le plus pur et le plus vrai. « Sais-tu ce qui me manque le plus de maman ?» demanda doucement Sophie à Marie alors qu'elles observaient ensemble le coucher de soleil, la façon dont elle disait que le véritable amour triomphe toujours à la fin. Ses yeux brillèrent de larmes de nostalgie et de gratitude. Je crois qu'elle avait raison, n'est-ce pas? 1 an s'était écoulé depuis le procès. La petite maison des Dubois, autrefois si silencieuse, débordait maintenant de vie et de joie. Le jardin en plein printemps affichait une palette de couleurs particulières, comme si la nature elle-même célébrait le bonheur qui y résidait. Sophie, maintenant âgée de 7 ans, s'était épanouie d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Ses séances d'équithérapie avec Neige avaient renforcé non seulement son corps, mais aussi sa confiance en elle. Le fauteuil roulant, loin d'être une limitation, était devenu partie intégrante de ses aventures quotidiennes avec son fidèle compagnon équin. « Regarde ça, Neige » appela-t-elle, exécutant une manœuvre parfaite dans le manège adapté. Le cheval blanc suivait chaque mouvement avec une attention affectueuse, ses yeux intelligents ne quittant jamais sa petite cavalière. Marie, observant depuis la véranda, ne pouvait contenir son sourire de fierté. La transformation de l'ancien domaine Board était également remarquable. Avec l'argent du fonds spécial, Jacques avait transformé la propriété en un centre d'équithérapie où d'autres enfants ayant des besoins spéciaux pouvaient expérimenter le même type d'amour et de guérison que Sophie avait trouvé avec Neige. Chaque nouveau sourire est une victoire, commenta Jacques avec Pierre alors qu'ils observaient une séance de thérapie. L'ancien alpiniste travaillait désormais à temps partiel au centre, aidant à entraîner d'autres chevaux, bien qu'aucun ne montre le don spécial de Neige. Le docteur Leroux était devenu une présence constante dans la vie de la famille, plus comme une amie que comme une thérapeute. L'évolution de Sophie est un cas d'étude, disait-elle souvent. Le pouvoir de l'amour inconditionnel, surtout venant d'une source aussi inattendue que Neige, prouve que les miracles se produisent quotidiennement. La chambre de Sophie, autrefois décorée de rêves et d'espoir, affichait maintenant des réalisations concrètes. Des médailles de petites compétitions de paradressage partageaient l'espace avec des photographies de moments heureux. L'attrape-rêve, toujours accroché à la fenêtre, n'avait plus besoin d'éloigner les cauchemars. Ils avaient cédé la place à des rêves doux et tranquilles. « Maman serait si fière », dit Sophie un après-midi pendant que Marie lui tressait les cheveux. Elle disait toujours que j'étais plus forte que je ne le pensais. Je crois que Neige m'a aidé à découvrir cette force. Les nouvelles concernant Édouard et Régine parvenaient rarement à la maison des Dubois. Et quand elles arrivaient, elles étaient accueillies avec sérénité. Sophie avait appris que pardonner ne signifiait pas oublier, mais plutôt se libérer du poids du passé pour construire un avenir plus léger. Neige, désormais officiellement reconnue comme animal de soutien émotionnel, accompagnait Sophie dans ses aventures quotidiennes. À l'école, il attendait patiemment dans la cour adaptée, devenant une mascotte appréciée de tous les élèves. Sa présence transformait chaque jour ordinaire en quelque chose de spécial. « Sais-tu ce que j'aime le plus dans notre histoire ?» demanda Sophie lors d'un pique-nique familial dans le jardin. « C'est qu'elle montre que la famille, ce n'est pas que les liens du sang pour être vrais. » Ses yeux parcoururent les visages aimés autour d'elle, y compris le museau attentif de Neige, qui prenait délicatement des carottes de sa main. Le commissaire Durand, lors de ses visites régulières, était toujours ému de voir les progrès. Parfois, la justice agit de manière mystérieuse,
commenta-t-il une fois. Qui aurait cru qu'un cheval nous apprendrait tant sur la loyauté? La communauté avait embrassé la famille Dubois de manière extraordinaire. Le centre d'équithérapie était devenu un lieu de rencontre et de célébration où des histoires de dépassement de soi s'écrivaient quotidiennement. Neige, naturellement, était la star principale, inspirant confiance à chaque nouvel enfant qui arrivait. Un matin particulièrement spécial, Sophie se préparait pour sa première présentation officielle de paradressage. Vêtue d'une tenue blanche assortie à la robe de neige, elle était l'image vivante de la détermination et de la grâce. Nerveuse, demanda Marie, ajustant le ruban dans ses cheveux.